je préfère rester vivant, parce que vous savez, moi quand je pars faisant en politique, j'ai pas faim, j'ai pas un problème d'argent. Mais vous avez des gens dedans, puis c'est une affaire de vie ou de mort. Et quand vous êtes en face d'un monsieur comme ça, il est prêt à tout. Moi, j'ai encore des enfants que je vois pendant longtemps. Ils veulent te paraphraser quelqu'un. Donc, les frustrations, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de frustration à un moment donné. Alors, je vous ai eu, et j'ai compris que c'est comme ça le système. Mais ça ne m'a pas affecté au niveau où ça m'empêche de manger. Maintenant, en 2013, je me dis, il faut peut-être y aller cette fois-ci. Et je fais mon dossier. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là, la mafia m'a brûlé pour la première fois, en fait. Alors, la mafia, il y a la mafia dans ce truc-là. La mafia du RDPC. Ouais, c'est une mafia interne. Et elle est bien structurée, il ne faut pas croire, il n'y a pas de hasard là-dedans. Est-ce que tout cela peut justifier, est-ce que cette complexité de la gestion des questions pétrolières au Cameroun peut justifier le fait que le pétrole soit cher, vendu à la pompe dans notre pays? On peut vendre le pétrole moins cher. On est un pays producteur de pétrole. Quand vous allez voir en Afrique, la majorité des pays qui produisent le pétrole, les plus chers sont autour de 500 francs. Donc même si on était trop cher, on devait être dans cette plage-là. Ce qui se passe, c'est que les Camerounais ne font pas d'efforts pour faciliter la vie aux Camerounais. Vous savez... Quand vous dites les Camerounais, vous faites la gouvernance, certainement. Je parle de ceux qui sont en charge, pas tous. Ceux qui sont en charge. Parce que vous savez, quand on achète, quand le carburant les carburants sortent dans la raffinerie, généralement ils sont autour de 300 francs le litre. 350 francs le litre. Alors si ça se joue à 800, vous comprenez qu'il y a beaucoup de taxes et autres qui sont rajoutées. Bon, ça fait que... Selon les chiffres, je vous ai besoin des chiffres de la CSPH, le super est acheté à 336,99 francs le litre. Or, il est vendu à la pompe à 840. Et le gasoil est acheté à 397,79 francs le litre. Et il est vendu à la pompe à 800. Donc, il y a une différence entre à peu près 500 francs pour le super et 430 francs pour le gasoil. Disons que le pétrole, c'est la vache à lait de tout le monde. Quand on commençait dans le pétrole, dans la structure du pays, il y avait à peu près 18-20 items. Aujourd'hui, il y en a plus de 40. Même Sonora qui est là, a donné une idée sur cette structure du pays. Parce que vous savez, quand il y a eu l'incendie à Sonora en 2019, pour soutenir Sonora, on a mis une taxe de 47,8 francs par litre vendu. Donc chacun de vous qui achète un litre de carburant sonnera 47,8 francs pour le soutien. Et là, quand vous prenez la consommation moyenne, en fait, je prends un chiffre minimum, on nous consomme à peu près 7 millions de litres par jour. C'est-à-dire 200 millions de litres par mois, 210 millions de litres par mois. Sur 47,8, vous nous trouvez à peu près à 10 milliards par mois. 10 milliards de recettes sur la ligne qui concerne soutien à Sonara. Soutien à la raffinerie. Voilà. Sur 2 ans, ça fait 120 milliards. Et ce système est en place depuis 2019, quand la Sonara a brûlé le 31 mai 2019. En 6 ans, ça va faire un peu plus de 700 milliards. Cet argent aurait suffi pour construire une raffinerie PM2. Ça dépend de la taille de la raffinerie. Mais Sonara est toujours à l'arrêt. Pourquoi? Alors, avant d'expliquer le pourquoi, il y a une deuxième ligne qui concerne la remise en état des infrastructures, qui est rentrée en service il y a peut-être 2 ans. Elle est à 22,5 francs de litre, en plus de 47. Vous comprenez? Ça fait en 2 ans, ça fait moins 120 milliards. Alors, nous nous trouvons avec par exemple près de 850 milliards depuis 2019 que les Camerounais payent pour remettre la Sonara en état et autres. Mais cela, ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Les gens pensent que l'arrêt de Sonara, en fait, aide
ceux qui sont rentrés dans le business pour faire le trading, c'est-à-dire acheter le carburant à l'étranger, venir le vendre au Cameroun, ça leur donne une grosse marge de bénéficiaires. Et tout le monde s'est mis dans le système. Ça fait que les Camerounais paient le carburant cher parce qu'il y a tous ces gens qui sont dans le système. Professeur Moutej Ambassa, depuis avril dernier, il faut rappeler qu'un scandale de détournement de 5 cargaisons de produits ou de pétrole brut avec un préjudice de 140 milliards de francs CFA, la Société nationale des hydrocarbures. Vous êtes spécialiste dans ce domaine et qui suit de près les questions pétrolières au Cameroun. Comment expliquer que de tels produits se soient évaporés dans la nature et que le principal suspect ait pris la fuite? Madame, vous savez, c'est des sujets très sensibles. C'est vrai que il y a 5 cargaisons qui ont eu des difficultés à être payées. C'est plus de 140 milliards. C'est pas seulement, c'est plus de 140 milliards. En fait, les transactions ne se seraient pas passées normalement. Vous savez, à ce niveau, dans le milieu pétrolier, quand on fait des transferts de cargaisons, les paiements sont faits par lettre de crédit. Et avec la lettre de crédit, c'est sûr qu'on ne peut pas vendre et ne pas recevoir de l'argent. C'est quand vous avez vendu, l'argent arrive, la cargaison arrive à destination, on vous délivre les papiers, vous ramenez, on vous les envoie, vous envoyez à votre banque qui vous paye. Parce que dès que les opérations sont lancées, l'argent est bloqué dans le compte. C'est le système de lettre de crédit. Donc, il se trouvait que par rapport à ces 5 cargaisons, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, parce que les 5 cargaisons n'ont pas été vendues le même jour. Ça des dates bien différentes, ça même sûrement plus de semaines ou des mois. Donc, si la première cargaison n'a pas été payée, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, je crois qu'il y a un gros problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est que les ventes sont faites sans lettre de crédit. Et donc, quand à un moment donné, ceux qui ont la responsabilité de relancer les acheteurs, l'ont fait plusieurs fois et après celui qui devait acheter en fait a dit non, il ne paye pas. Et bon, il se trouve que je ne veux pas donner le nom de l'entreprise ici parce que bon, je ne voulais pas attencer les gens, mais le patron de cette entreprise a refusé de payer. Jusqu'au mois de mars où je suivais de près ce dossier, il n'avait pas encore payé. Après bon, comme les choses sont calmées, je suis quitté de ça, quoi, je suis de ça. Donc pour dire que quoi? Pour dire que ce monsieur qui a pris ses cargaisons et qui n'a pas payé jusqu'au mois de mars, peut-être qu'il a payé en avril, mais je n'ai pas regardé de près. C'est le même qui réapparaît quelque part dans une autre structure qui a été créée à Dubaï. Laquelle? Sistar. L'entreprise Sistar, où il est vice-président. C'est son entreprise qui a pris les 5 cargaisons et qui n'a pas payé. Mais il se trouve que quelques temps après, il est vice-président de l'autre structure. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un flou qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Mais madame, je ne peux pas dire plus que ça. Vous avez bien compris ce que je dis. Je ne vais pas développer plus que ça. Je vous dis seulement, les cargaisons sont partis. Celui qui devait payer n'a pas payé. Et il se retrouve en train d'être vice-président d'une nouvelle structure créée à Dubaï. Alors, maintenant, vous avez parlé de fuite. Je ne suis pas sûr que celui qui a fui est vraiment le maître d'œuvre de tout ça. Il a des complices. Vous voulez dire qu'il a des complices? Comment faire ce genre de choses seul à ce niveau-là? Il y a des complices, ça c'est clair. Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui? Je ne sais pas. Moi j'ai essayé de me renseigner. Bon, il semblerait qu'il est à l'étranger, dans le continent américain. Quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez, s'il est parti, c'est parce que quelque part, il s'est dit, bon, il s'est retrouvé dans une histoire très complexe, très compliquée, et il préfère prendre le large, quoi. Mais ce qui est sûr, ce qui s'est passé n'était pas bon. Ce qui s'est passé après avril, ça a été payé, mais jusqu'au mois de mars 2025, ça n'a pas été payé. Et les cargaisons ont commencé à être livrées depuis l'année d'avant. Donc vous comprenez que si celui qui devait payer ces cargaisons s'est retrouvé en même temps vice-président dans une autre structure mise en place par la SNH, vous comprenez qu'il doit avoir des relations bizarres là-dedans. Savannah, qui fait dans l'énergie là, dont vous parlez, c'est pas le Savannah qui est venu ici. C'est le Savannah qui est en Grande-Bretagne. Celui qui est venu ici, c'est une voie postale au Bahamas. Ok? C'est un faux Savannah. Alors je m'explique.
Mobile veut quitter le Tchad. Il a 40% d'actifs. Il propose ces actifs à 361 millions d'euros. Savana qui arrive, excusez-moi le terme, mais c'est des branleurs. Ils n'ont aucune usine nulle part, ils ne travaillent nulle part. C'est des gens qui ont quitté les multinationales pour créer leur structure. Je vais revenir sur après. Donc, ça fait que Mobile place ses actifs à 360 millions d'euros. Savana a tellement envie, le faux Savana là, hein, c'est pas le vrai, je ne parle pas du vrai. Ils ont tellement envie de se lancer dans ce milieu qu'ils font une proposition, ils vont au-delà de ce que Mobile a demandé. Ils proposent à Mobile 407 000 millions d'euros au lieu de 360. Le chiffre, c'est sûr. Parce que j'ai des amis là-bas qui m'ont donné le chiffre. Ok? Donc, à côté de ça, quand vous négociez, comme Mobile était au Tchad, avec les Tchadiens au Cameroun, c'est la même chose. Une fois que vous êtes mis d'accord, il faut l'aval du pays pour que la transaction se fasse. Alors, Savana descend dans une délégation de près de 8 personnes au Tchad. Ils étaient mis d'accord avec Mobile. Ils venaient visiter les installations, voir, commencer à voir comment ils vont prendre en main les choses. Ils arrivent au Tchad, entre-temps, quand l'État du Tchad est informé, ils font ce qu'on appelle dans le milieu pétrolier la due diligence. Ce sont les vérifications nécessaires sur l'entreprise, sa technique, son expérience, où ils ont travaillé avant, sa banque, ses capacités bancaires, et ce sont fiables. C'est ce qu'on appelle la due diligence. Et la due diligence a été faite par le Tchad. Le Tchad s'est rendu compte que ce n'est pas une entreprise correcte. Le ministre de la Sécurité du Tchad a donné 48 heures à ces gens quitter le Tchad. On les a chassés du Tchad. Et quand ils sont sortis du Tchad, ils viennent au Cameroun. Quand ils viennent au Cameroun, ils partent dire sans dire à SNH ce qu'ils ont eu comme problème. Hein. Ils disent à SNH, bon voilà, on va prendre les 40% de mobile au Cameroun, de mobile au Cameroun, et donc on va vous donner 10%. Le 10% là, c'est 27 milliards. Ok? Donc SNH accepte. Parce que non seulement ils augmentent son pourcentage dans le pipeline, mais de l'autre côté, ça fait rentrer de l'argent au Cameroun. Maintenant, quand le Tchad apprend que Savana qu'on a chassé là-bas s'est retrouvé au Cameroun en train d'acheter, le chef d'État tchadien se fâche. C'est comme ça qu'il dit son pétrole, il ne veut pas entendre parler de Savana. Ce n'est pas une entreprise correcte. C'est comme ça que les affaires se bloquent. Mais entre-temps, SNH avait déjà payé les 27 milliards. Et pourquoi SNH a payé les 27 milliards? Pourquoi Savana est venu demander à SNH? Savana n'avait pas d'argent. Il lui fallait un apport personnel pour lever des fonds au niveau international et payer les 407 millions d'euros. Donc, l'apport personnel, l'apport de SNH va lui permettre d'avoir l'apport personnel pour aller au niveau des banques, obtenir le montant qu'il veut pour payer les 407 000 millions d'euros à Mobile. Voilà comment ça s'est passé. Maintenant que SNH, le Tchad s'est opposé, les transactions se sont plus faites. SNH a payé, en fait, avait déjà payé les 27 milliards. Vous vous rappelez que lors d'un conseil d'administration, le PCA, le ministre d'État Ngongo, avait demandé de sortir les 27 milliards du bilan. Parce que là, pour lui, c'est une faute de gestion. Ce paiement a été fait sans l'aval du conseil d'administration et peut-être du chef de l'État, d'après ce qui s'est dit à cette époque-là. Il dit quelque part que quand le ministre Sadi était secrétaire général du comité central, il a fait gagner le président en 2011 avec 3 772 000 voix. C'est le plus grand score que le RDPC a eu depuis les années 90. En 2018, nous avons gagné avec 2 500 000 voix. Nous avons perdu plus de 1 200 000 voix. Et moi, j'ai fait une étude dessus, et j'ai adressé à la hiérarchie pour dire, attention, ce qui se passe là, c'est pas bon. Il y a eu beaucoup de frustration dans le gouvernement et les élections de 2015. Beaucoup de militants qui mouillaient le maillot ont été écartés, et beaucoup qui sont venus ou qui étaient en fin de carrière, qui cherchaient un point de chute, et qui avaient de l'argent, ont pris les postes. Ça a créé un malaise tellement profond dans le RDPC que le SG, d'un côté, a
a été obligé de faire une tournée du pays pour essayer de calmer les militants. Mais les résultats de 2018 ont montré que les militants ne sont pas calmés parce que je parle même pas que je connais où j'étais sur le terrain. Je connais beaucoup de responsables qui ont pris énormément de recul. Et dans votre cas, est-ce que vous avez été frustré? Ils ont pris énormément de recul. Et vous savez que ce n'est pas les militants qui votent le président. C'est une petite portion de militants et beaucoup plus de sympathisants. Et les sympathisants vont avec les gens qu'ils aiment, ok? Et quand vous avez écarté ce que les sympathisants aiment, ils s'écartent aussi. D'où ce décalage de 1,2 million. Et moi j'avais fait ça pour dire attention, il faut faire attention parce que 2025 arrive. Les gens qui étaient inscrits avec carte et qui ont refusé de voter, ça fait 4 600 000 Camerounais qui s'ils décident de prendre part au vote pour basculer les équilibres qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour la raison pour laquelle il faut faire très attention avec les élections qui arrivent. Il faut faire très attention. Il n'y a personne qui est favori d'avance. Robert Mouté, vous êtes militant de la première heure avec plus de 20 ans ou 20 années de militantisme. Est-ce que vous n'avez pas été frustré? On ne peut pas dire qu'on ne peut pas être frustré. Comme tout le monde, j'ai été frustré parce que j'ai mis beaucoup d'énergie pour travailler pour mon président. Mais pour d'autres considérations, j'ai été écarté et puis je l'ai compris, j'ai plus de recul. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens ne me voient plus, ils disent mais il est où, il est où? Maintenant en 2013, je me dis, il faut peut-être y aller cette fois-ci. Et je fais mon dossier. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là la mafia m'a brûlé pour la première fois en fait. Alors, la mafia. Il y a la mafia dans ce truc-là. La mafia du RDPC. Ouais, c'est une mafia interne. Et elle est bien structurée, il ne faut pas croire, il n'y a pas de hasard là-dedans. Alors je mets mon dossier, je pars remettre directement le nom chargé de mission. Et comme ma candidature était un peu redoutée, elle ne voulait pas de moi, on m'a réuni, j'ai déposé la candidature. Et le chargé de mission qui a fait disparaître mon dossier. Et quand je viens, le chef de délégation à l'époque, c'était le ministre Tikela Kemon, qui était venu. Je peux le voir, je dis, monsieur le ministre, j'ai déposé mon dossier. Et il me dit, je ne sais pas. Il va partir en intrigue dedans. Il est venu pour faire son travail. Et je lui dis, bon, j'ai compris qu'il ne voulait pas de problème. Il a dit, il n'y a pas de problème. J'ai laissé tomber et je suis parti. Avec ça, vous comprenez tout de suite. Vous savez, avec ma liberté de ton et d'expression, il y a des gens qui ne sont pas habitués à ça parce que moi, c'est connu que ça dans ma carrière. Il faut dire la vérité, il faut être vrai. Robert Joseph Louis Mouté Ambassa. Oui. Est-ce que vous dites la vérité au chef de l'État? You said earlier that il faut dire la vérité. Are you telling him the truth concerning his candidacy? Are you telling him, encouraging him, and saying that you were standing to support him? Whereas you must have heard a lot of people saying, the most recent, Mr. Alice come, saying that President Paul Biya step aside and allow other persons to take the leadership of this country. You must have heard people saying, Mr. President, you're old and frail. You can no longer continue to lead this country. You must have heard a lot of people projecting a negative, very negative balance sheet of 43 years and saying, Mr. President, step aside. Allow others to take Cameroon out of the very poor, precarious situation in which it finds itself today. But you are saying, Mr. President, go ahead, we are supporting you.